Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler avec Pierre-Édouard de la Covid-19 et de la piste du vison. Alors depuis le début de la pandémie, l'implication de nombreux animaux ont été évoqués, donc la chauve-souris, le pangolin. Il y a eu aussi l'alerte faite au niveau du seafood market à Wuhan, là où l'épidémie a commencé. Et donc, dernièrement, c'est le vison qui a attiré l'attention. Et donc, on peut voir sur cette recherche Google qu'à partir de l'automne, que ce soit avec le mot vison ou le mot mink qui signifie vison en anglais, eh bien, il y a eu des pics de recherche de ce mot dans Google et que depuis, il y a quelques rebonds. Pour poser notre sujet, déjà, qu'est-ce que le vison ? Ça va être un nom vernaculaire qui va généralement être utilisé pour au moins deux animaux différents, le vison d'Europe, Mustela luteola, et le vison d'Amérique, Néovison, vison. Alors ce sont de petits mammifères carnivores, ils sont semi-aquatiques, ils vivent le long de l'eau et ils sont surtout solitaires et sédentaires, c'est-à-dire qu'un vison va avoir un territoire d'environ 5 km le long d'un cours d'eau et un mâle va tolérer 1 à 2 femelles sur ce territoire. Et donc il a un corps allongé aussi, comme tous les autres mustélidés. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans la famille des mustélidés, donc c'est des petits mammifères carnivores. On va avoir une 60aine d'espèces environ. On va avoir le putois et sa forme domestique, le furet, la loutre, l'hermine, le blaireau et le glouton. Donc en effet, certains mustélidés ont été domestiqués et depuis fort longtemps, le furet est un animal de compagnie et on le voit ici en 1490 représenté. Alors la dame à l'hermine, c'est pas une hermine, mais c'est un furet albinos. Quant au vison, lui, il a plutôt un comportement agressif qui empêche son utilisation comme animal de compagnie, mais il a une très belle fourrure, notamment le vison d'Amérique plus que le vison d'Europe, qui fait que cela conduit à son élevage. Où va-t-on trouver à l'heure actuelle ces visons sauvages ? Alors de manière simpliste, vison d'Europe, Europe, vison d'Amérique, Amérique du Nord, mais ce n'est pas si simple que ça. Le vison d'Europe, donc Mustela luteola, globalement, il y a un siècle, était répandu à toute l'Europe. À l'heure actuelle, il ne persiste que quelques milliers d'individus, évalués à 5000, donc à l'état sauvage, notamment en Espagne, en France et dans le delta du Danube. Alors aussi la Russie, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas été observé. Actuellement, c'est une espèce menacée et il y a eu des campagnes de réintroduction de population en Estonie, en Allemagne et en Espagne. Le vison d'Amérique, lui, s'est étendu et d'ailleurs considéré comme un invasif. Donc il a été importé dans plusieurs continents pour sa fourrure et son élevage, comme on verra. Et globalement, ce vison d'Amérique, par rapport aux autres, il va être plus gros, plus adaptable, plus fécond et plus agressif envers les autres prédateurs. Ce qui fait que là où il est arrivé, il a commencé à remplacer les espèces indigènes. Et si on regarde en France, donc là nous avons la carte de distribution des Mustela luteola, donc vison d'Europe. Donc ça c'était au 19e siècle, au début, moitié du 20e, et à l'heure actuelle vous voyez que l'endroit où il habite est très réduit. Par contre, là nous avons donc le vison d'Amérique. En rouge sont les populations de vison d'Amérique sauvages qui ont été rapportées comme étant présentes, et en bleu, ça va être les zones où on a fait des observations ponctuelles de visons dans la nature, à côté de fermes à visons. Alors ces données sont entre 2000 et 2015. Depuis, le nombre de fermes à visons en France a nettement diminué, et il y en avait en 2020 plus que 4. Alors, quelles sont les dates d'importation du vison d'Amérique ? Eh bien, dans les années 1920 en Europe, pour commencer son élevage pour produire la fourrure. En 1930 en Amérique du Sud, là aussi il a été introduit, et dans les années 1950 en Chine. Alors, quelle est la distribution, ou quelle était la distribution, puisque vous verrez qu'il y a eu un impact assez important sur les visons et les fermes à visons dans le monde. Les 4 plus gros producteurs étaient la Chine, la Pologne, le Danemark et les Pays-Bas. Il y avait aussi des fermes en Europe, en Grèce, en Italie, en Espagne, en France, en Irlande, en Suède et en Finlande. Et il y a aussi des fermes
à vison, d'élevage vison, au Canada et aux États-Unis. Et si on regarde ces chiffres de 2018, la Chine a produit 20 millions de pots de vison pour environ 8000 fermes. Alors je mets environ 8000 fermes parce que le nombre de fermes en fonction des pays est très variable selon les années, selon la source d'information. Donc on a l'impression que les fermes ferment assez rapidement. En Europe, il y a 34 millions de pots de vison produits pour environ 2750 fermes. Et les deux plus gros producteurs d'Europe étaient les Pays-Bas et le Danemark. Et le Danemark avait environ 1200 fermes pour élever des visons. Aux États-Unis, en 2018, a été produit 3 millions de pots de vison pour 245 fermes. Et au Canada, 1,76 million pour environ 60 fermes. En pratique, comment se déroule l'élevage de visons ? Ça commence par la reproduction qui a lieu au mois de mars avec des visons dits reproducteurs qui auront été sélectionnés sur les visons nés l'année d'avant. Alors, en pratique, on a un mâle reproducteur qui va inséminer plus d'une douzaine de femelles. La naissance des petits aura lieu en mai. En juillet, ils seront sevrés. À ce moment-là, ils seront installés, chacun dans des cages individuelles, pour éviter les combats et les dommages sur la fourrure. Alors, il y a une première mue de la fourrure au début de l'automne, puis vers octobre et novembre, les petits vont avoir, donc au bout de 10 mois, vont avoir la couleur qui est attendue, et c'est à ce moment-là qu'ils vont être gazés et dépecés pour la peau, et on va aussi récupérer l'huile. Alors, il y a aussi de l'insémination artificielle, sa place exacte, je ne la connais pas, mais quoi qu'il en soit, hier soir, quand je regardais les 4 premières fermes de visons qui avaient été affectées par la Covid-19 dans les Pays-Bas, dans 2 fermes, il n'y avait que des femelles et pas de mâles. Alors, en pratique, et c'est ce qu'on va voir dans les photos que je vais vous présenter, il va y avoir des milliers de visons qui vont être mis dans des cages individuelles et entassés dans un ou plusieurs bâtiments, les uns à côté des autres. Donc, vous l'aurez compris, on a une contagion qui va être facilitée par la promiscuité de tous ces individus, et on va aussi avoir une faible diversité génétique. Donc voilà quelques photos d'archives. Donc là, vous avez l'intérieur d'une ferme de visons. Donc ça, c'est des photos en France. Donc vous voyez chaque individu dans une cage, et les cases, vous avez des colonnes et des allées de cages. Là, vous avez une photo d'une ferme de production de visons en Chine, donc où il se présente comme la plus grosse ferme, entre guillemets, de visons. Donc, il y a 52 000 visons. Donc, en Chine, on peut avoir des fermes à visons où il peut y avoir plus de 10 000. Et ce qu'il y a de plus fréquent, c'est entre 1000 et 10 000. Et là, vous avez une photographie donc d'une ferme à visons en Pologne, en sachant que ces 4 dernières années en Pologne, le tiers des fermes à visons ont fermé. Alors, quelles sont les maladies contagieuses qui vont pouvoir affecter les visons ? Donc, les classiques, il va y avoir tout d'abord la maladie aléoutienne, qui est due à un amdoparvovirus. Alors c'est une maladie hautement contagieuse, le virus est très résistant dans l'environnement. Ça va être une maladie chronique, qui va avoir un impact sur le système immunitaire du vison, qui va entraîner des mortalités, et aussi une réduction de la reproduction chez les visons. Donc c'est considéré comme la maladie infectieuse la plus grave pour les visons d'élevage. Alors il faut savoir que cette maladie a été décrite pour la première fois en 1956 dans un élevage de visons qui avait une fourrure avec la couleur aléoutienne, c'est-à-dire gris métal. Et donc au début, on avait cru que c'était une maladie génétique au niveau de cet élevage de visons, mais non, c'était une maladie infectieuse qui s'est répandue dans la nature, parce que, in fine, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'interactions entre ces visons qui sont élevés dans ces fermes et l'extérieur, parce que vous avez pu voir qu'il y a des animaux donc qui s'échappent et des animaux qui viennent de l'extérieur au niveau de ces fermes. Donc il y a beaucoup d'échanges, et à l'heure actuelle, c'est vrai que cette maladie est répandue de partout. Alors, autre maladie problématique, c'est la maladie de Carré, qu'on connaît bien chez les chiens, qui est due à un morbillivirus. Alors, elle est mortelle pour le vison s'il n'est pas vacciné. Il faut savoir qu'il y a 6 ou 7 ans, au Danemark, il y a eu dans des fermes à visons une épidémie de maladie de Carré qui avait été importée par la faune sauvage. Et dans le rapport qui était fait, à l'époque, 70 à 80%
des visons d'élevage étaient vaccinés. Alors il y a aussi l'entérite du vison qui est très contagieuse. Alors elle est étroitement liée au virus de la panleucopénie féline et au parvovirus canin de type 2. Alors la mortalité a lieu lors des flambées, surtout chez le vison sevré, et elle atteint 75%. Donc ça c'était pour les virus. Dans les bactéries, eh bien, certaines souches de Pseudomonas aeruginosa vont être responsables d'épidémies de pneumonie hémorragique. Donc ça c'était pour les maladies contagieuses classiques connues. Voilà ce qu'on peut appeler entre guillemets les nouveautés depuis 2010 et quelle épidémie a été rapportée. Bien, tout d'abord, une épidémie liée à un nouveau orthoréovirus. Ça a été dans une ferme à visons dans la province d'Hébei en Chine, c'était en 2011. 100% des visons ont été infectés et il y avait le taux de mortalité est inférieur à 5%. À noter, pour ce nouveau orthoréovirus, la séquence de virus la plus proche était celle d'un virus qui avait été identifié en 2005 en France chez 2 enfants de la région de Tours qui avaient présenté un tableau d'encéphalite. Autre épidémie notable, donc dans une ferme de la province de Shandong, toujours en Chine en 2014, une épidémie de pseudo-rage porcine. Donc les décès étaient de 87%, donc 3522 des visons prélevés dans l'élevage sur les 4028 sont décédés. Autre épidémie, donc ça a été une épidémie de maladie de Newcastle ou pseudo-peste aviaire. Donc toujours en Chine, dans la province d'Heilongjiang en 2014. Donc ça a entraîné une encéphalite hémorragique et pneumonie chez 9% des visons de l'élevage. Et parmi ceux-ci, 95% sont décédés. Parmi les virus grippaux, il y a eu 2 épidémies dues à un virus aviaire H5N1. Alors, jusqu'à présent, de toute façon, que ce soit pour la pseudorage porcine ou ce virus aviaire, il n'y avait pas eu d'épidémie décrite, mais des cas sporadiques dus à ces virus. Donc là, cette fois-ci, il y a eu 2 épidémies dans 2 fermes à visons distinctes de 200 km l'une de l'autre, alors toujours dans le nord-est de la Chine en 2015. Et là, les décès ont été dans une ferme 56% et dans l'autre ferme 64%. Donc voilà une carte qui provient d'un article qui vient d'être publié en 2020. Et donc l'objet de cet article, finalement, c'était de faire une distribution de la maladie aléoutienne en Chine continentale. Et donc c'était un travail basé sur 47 études avec des échantillons prélevés de 1981 à 2017. Donc la prévalence, elle va pouvoir aller de 22% jusqu'à 96% dans les zones les plus infectées. Mais en pratique, ce qu'on peut voir en Chine, c'est que 95% des élevages vont être concentrés donc, dans ces 5 régions du nord-est que j'ai encadrées. Et notamment, là où il va y avoir la plus forte production, ça va être à Shandong. Là en bleu, c'est vraiment la province de Shandong qui est ici. C'est celle qui produit le plus de visons. Il y a aussi la région d'Heilongjiang et aussi la région de Liaoning. Et on peut voir que globalement, ces fermes, a priori, pour certaines, elles ouvrent et ferment très rapidement parce qu'on peut voir qu'en 2014, la province d'Hébei ici avait produit pas mal de pots de vison, mais qu'elle ne fait pas plus partie des celles qui produisent le plus. Alors je vous ai mis ici la province de Hubei, qui est là où se situe la ville de Wuhan. Alors, en ce qui concerne la production de pots de vison en Chine, donc là vous avez les courbes de 2010 à 2018. Donc vous avez la production de fourrure totale en violet. En rose, vous avez donc le vison. En bleu, vous avez le renard. Et en vert, vous avez le raccoon dog, c'est-à-dire le chien viverin. Et on peut voir globalement qu'en 2014, il y a eu un boom de la production donc, de visons en Chine, qui donc a chuté jusqu'à 21 millions en 2018, mais surtout en 2019. La production chinoise de visons a chuté au point le plus bas, 11 millions d'animaux. Même en 2010, ils en produisaient le plus. Et quand on va voir un peu plus dans les détails, on voit notamment qu'à Shandong, qui avait produit 15 millions de pots de visons en 2018, ça a chuté donc à 6,5 en 2019. Alors, les explications pour expliquer cette chute, les explications qui sont données par l'Association chinoise de l'industrie du cuir, c'est la surapprovisionnement donc de l'année 2014 avec 60 millions de visons produits sur un total mondial de 212.
mais aussi le fait qu'il y a des préférences pour d'autres fourrures que le vison. Quoi qu'il en soit, dans le site d'Actasia, en janvier 2020, la Chine a importé 6000 visons du Danemark pour augmenter son stock. Donc on a l'arrivée des visons, donc vous voyez comment se fait le transport. Hein. Donc ça, cet exemple était pour montrer qu'il y avait des échanges internationaux de visons. Donc vous pouvez voir que les visons sont transportés les uns à côté des autres dans des cages, donc sans sécurité, même si vont être mis en quarantaine, il n'y a pas de sécurité, de précautions apparentes qui sont prises lors de ce transport pour la contagion. Alors, le marché de la fourrure, il se situe où ? Le premier marché de la fourrure, c'est la Chine. Et déjà en 2012, donc selon la Commission de la fourrure des États-Unis, les exportations américaines de peaux de vison vers la Chine avaient atteint un record donc de 215 millions de dollars. Et donc 2012, beaucoup d'exportations des États-Unis vers la Chine. Et je vous rappelle 2014, un boom dans la production de peaux de vison en Chine. Donc la Chine, c'est le premier marché, suivi de la Russie qui avait chuté vers 2015. Il y a aussi les États-Unis et l'Allemagne. Donc, je profite donc de cette photo pour parler un petit peu de la Russie. Alors, d'après l'Association nationale russe des éleveurs à fourrure, il y aurait en Russie 22 entreprises dans 14 régions du pays qui sont engagées dans l'élevage de visons, avec 300 000 reproducteurs identifiés. En pratique, à l'heure actuelle, on a vu un certain nombre d'espèces, autres que l'homme, infectées par le SARS-CoV-2. Tout d'abord, de ce côté-là, on a les cas sporadiques. Il y a eu des cas sporadiques décrits chez les chiens, il y a eu des cas sporadiques décrits chez les félidés, donc les chats domestiques et les lions et tigres du zoo de New York. Et il y a eu aussi donc 2 cas sporadiques déclarés la semaine dernière de 2 gorilles, donc cette fois-ci du zoo de San Diego. À côté de ces cas sporadiques, il y a eu donc une épizootie que Pierre-Édouard va vous présenter plus en détail tout à l'heure, chez le vison, et notamment néo-vison, c'est-à-dire chez les visons d'élevage, où vous allez voir, ça a eu un impact très important. Alors, il y a eu aussi, mi-décembre, un cas sporadique, sauvage, d'un vison en Utah. Alors, l'Utah était très impacté par l'épidémie de SARS-CoV-2 au niveau de ses élevages de visons, et donc il faisait des campagnes autour de ces élevages de visons pour prélever les animaux et voir s'ils étaient positifs ou pas, et c'est à ce moment-là qu'on l'a détecté. Donc, en pratique, au niveau des visons d'élevage, on a une épizootie, et surtout, on a eu un retour à l'envoyeur, puisque les virus des visons ont été retransmis après à l'homme, comme vous le montrera Pierre-Édouard. Il y a aussi des modèles expérimentaux qui ont fait, et qui notamment ont montré la sensibilité du chat, des chauves-souris, de certains singes, des hamsters, mais aussi et surtout des furets. Alors les furets, ça fait partie des mustélidés, ce sont les cousins donc des visons. Et il y a eu aussi un modèle expérimental qui a montré la sensibilité, la très grande sensibilité du chien viverin. Et le chien viverin, c'est le raccoon dog, hein, donc il a un autre point commun avec le vison d'Amérique. Il est pareil, il est élevé pour sa fourrure. Alors il y a aussi in silico des études qui ont été faites pour voir l'affinité entre les récepteurs ACE des différentes espèces et la protéine Spike du virus SARS-CoV-2. Donc cette prédiction in silico a amené à suggérer que jusqu'à 252 mammifères et 72 oiseaux avaient un récepteur qui, entre guillemets, pourrait être compatible avec la Spike de SARS-CoV-2. Et là, on peut voir que le récepteur ACE du vison était proche de celui de l'homme. Et là, on peut voir donc dans cette arme l'homme, le vison d'Amérique, mais aussi le chien, le tigre et le chat qu'on a vu comme pouvant être affectés par le SARS-CoV-2. Et donc, pour parler un peu plus en détail des épidémies de Covid-19 dans les élevages de visons, je passe le micro et le pointeur à Pierre-Édouard. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les visons, on va passer donc au SARS-CoV-2 et les autorités sanitaires internationales vont commencer à s'exciter autour du vison à partir de novembre. En réalité, les choses commencent un peu avant et à ce jour, un certain nombre de pays
ont signalé des élevages infectés par SARS-CoV-2, des élevages de visons infectés. Essentiellement, donc, les Pays-Bas, le Danemark, et puis ensuite l'Espagne, les USA, la Suède, l'Italie, la Grèce, la France, la Pologne, la Lituanie et le Canada. Vous voyez quand même que c'est minoritaire, hein. Les deux gros producteurs dont les fermes ont été infectées sont les Pays-Bas et le Danemark, qui ont conduit à un abattage massif dans certains pays, Pays-Bas, Danemark, qui ont fait abattre tous leurs visons. L'Espagne, plus de 92 000, mais c'est une seule ferme. Donc quand Florence disait tout à l'heure, vous voyez qu'il y avait des fermes qui ont 10 000 visons, ceux-là, ils en avaient 100 000. Et en France, on a également fait abattre les visons de la ferme infectée sur les 4 qui sont présentes en France. Alors qu'est-ce que c'est l'impact du coronavirus pour le vison? Eh bien c'est très variable. Ça va à des formes complètement asymptomatiques, à des formes mortelles, et c'est finalement assez similaire au spectre que l'on observe chez l'homme, hein, des formes qui sont symptomatiques avec une prédominance de formes pulmonaires, et puis des formes qui peuvent aller jusqu'à la mortalité avec, selon les études, vous voyez, une mortalité importante, ou selon les fermes, en particulier aux Pays-Bas, des fermes dans lesquelles la mortalité a été moindre. Et on verra peut-être après on expliquera peut-être plus tard que c'est peut-être le variant qui infectait, ou le ou les variants qui infectaient ces fermes qui étaient différents. Alors si on prend l'histoire commence en fait en avril 2020. Vous voyez qu'il y a un décalage entre finalement l'infection des premières fermes, avril 2020 aux Pays-Bas, et la réaction des autorités sanitaires internationales qui est en novembre. Et qu'est-ce qui se passe dans le Nord-Brabant? Le Nord-Brabant, c'est la zone du Danemark, qui en fait est au sud du Danemark, de Hollande, pardon. C'est la zone dans laquelle il y a toutes les fermes. Elles sont très très regroupées au plan géographique. Ce qui se passe, c'est que du 23 au 25 avril, 2 fermes de visons, qui sont séparées de 17 km, vont déclarer une mortalité augmentée de leurs visons. Et les autorités vétérinaires vont investiguer ces cas et vont très vite identifier le SARS-CoV-2 comme étant à la source de cette mortalité. Et en fait, par la suite, vous voyez que toutes les fermes, dans tous les comtés autour de cette zone, eh bien, il y a des fermes qui vont les unes après les autres s'infecter. Tant que ça touchait les visons, finalement, c'était les fermiers que ça regardait. Mais le problème, c'est qu'on va s'apercevoir que les fermiers, donc les propriétaires des fermes, les travailleurs agricoles, qui sont souvent des Polonais, qui viennent travailler en Hollande, et les contacts de ces personnes vont également développer le Covid. Et là, ça va commencer un peu à foutre la panique, hein, puisque jusqu'à 68% des personnes qui ont un contact direct avec ces fermes vont se retrouver infectées. Et donc à partir du 6 juin, les autorités sanitaires danoises vont faire abattre les visons des fermes infectées. Et puis en fait, devant l'extension du nombre de fermes infectées, ils vont demander l'abattage de toutes les fermes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand les autorités sanitaires hollandaises vont reprendre l'histoire, ils vont s'apercevoir qu'avant les premiers cas, donc avant le mois d'avril, il y avait des fermiers et des ouvriers agricoles qui avaient le Covid, qui avaient déclaré le Covid. Et donc probablement que ce sont ces personnes-là qui ont à ce moment-là infecté les élevages et que le circuit s'est mis en place. Deuxième chose, c'est le Danemark, au mois de mai, avec la province du Jutland. Là aussi, la province du Jutland, c'est au nord du Danemark. Et là aussi, toutes les fermes à visons sont localisées et concentrées dans cette zone. C'est le plus grand producteur européen de visons, avec 17 millions d'animaux. Et ils vont commencer à déclarer donc, des fermes infectées, avec mi-juin, donc l'abattage des animaux dans les fermes infectées, et puis là aussi une extension des cas, une augmentation du nombre de cas chez l'homme, et là une décision d'abattage des 17 millions de visons. Et là, bien entendu, ça va commencer à être compliqué, parce que abattre 17 millions d'animaux, c'est déjà pas simple, mais qu'est-ce qu'on en fait? La première réaction, c'est on fait des tranchées et on les enterre. Ok, donc on abat les visons, on les enterre. La problématique, c'est qu'il y avait une notion d'urgence, donc ils font des tranchées comme ils peuvent. Et donc des tranchées, quand je dis des tranchées, c'est des tranchées, hein, c'est pas juste un trou. Hein. Et donc ils vont entasser les visons là-dedans, et au bout de quelques temps,
eh bien, ils vont se poser la question de savoir si finalement, puisqu'ils n'ont pas pris tellement de précautions, ces visons infectés ne risquent pas d'infecter les nappes phréatiques, et donc ils vont déterrer les visons. Et donc vous imaginez la pagaille, parce que là, ça n'a déjà pas été simple d'aller les enterrer, alors aller les sortir de là pour les incinérer, et d'ailleurs, ils ne les ont toujours pas incinérés. Donc ils sont stockés dans des chambres froides, et on attend je ne sais pas quoi, mais ils ne les ont pas incinérés pour l'instant. Voilà, on continue l'histoire. Donc, on va intercaler là-dedans, puisque je vous ai parlé du Danemark et de la Hollande, d'autres dates. Juin 2020, donc une ferme en Aragon, qui est là aussi, et la zone d'Espagne dans laquelle il y a toutes les fermes à visons, va déclarer donc des cas chez les visons, et au mois de mai qui suit, au mois de mai, en fait, il y avait eu des gens des employés qui avaient eu le Covid. Et puis ça passe aux États-Unis en août en Utah, puis en octobre dans le Wisconsin et le Michigan, et la décision là aussi pareil de détruire les élevages de visons. Et en France, en novembre, un premier élevage qui est infecté et qui est un élevage de petite taille avec les 1000 animaux qui sont abattus. Puis ensuite l'Oregon, et ensuite, ce dont Florence vous parlait, la mi-décembre, un premier cas d'infection chez un vison sauvage qui a été détecté. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que du coup les scientifiques vont commencer à s'intéresser vraiment aux visons et aux virus de visons, et vous voyez que le nombre de séquences de génome de visons va commencer à s'accumuler dans la base de données JZ, essentiellement au Danemark et essentiellement en Hollande, parce que ce sont les grands pays producteurs de visons. Et quand on va commencer à analyser ces séquences, on va s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas une homogénéité génétique chez les virus de visons, mais au contraire une grande diversité avec une multitude de mutations. Et que ces mutations, et je remercie Philippe Crosson qui m'a fait cette diapo, les mutations vont être réparties donc, tout au long du génome, et en particulier donc 23 mutations qui sont apparues indépendamment, donc sur des élevages différents, dans des endroits différents, mais au même niveau du génome, et donc on peut imaginer que c'est peut-être des zones de fragilité de ce génome qui mutent plus volontiers que d'autres. Et en particulier, ce qui pose problème, c'est que ça, c'est la protéine spike, hein, c'est la protéine qui va interagir qui va permettre au virus d'interagir avec les cellules, les récepteurs des cellules, et notamment humaines. Et il y a des mutations qui surviennent dans cette protéine spike, et notamment dans le récepteur binding domain, et on peut se poser la question du coup de savoir si ces formes mutées du virus vont être reconnues par la réponse immunitaire humaine, et donc éventuellement si les vaccins seront efficaces sur ces formes mutées du virus SARS-CoV-2 du vison ou pas. Et donc voilà en particulier, donc c'est le fameux récepteur binding domain dans lequel on a les fameuses mutations. Donc l'influence de ces mutations, pour l'instant, on ne les connaît pas exactement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 800 cas humains de SARS-CoV-2, de Covid, qui sont dus directement à des infections à partir de visons. Donc c'est pas juste comme ça faible, hein, c'est un nombre assez important. Et il y a une suspicion qu'il n'y a pas d'immunité, il n'y aurait pas potentiellement d'immunité protectrice contre les souches de visons. Ça, ce sont des arbres phylogénétiques qui ont été produits par les Danois et qui montrent la grande diversité phylogénétique de ces visons. Et pourquoi? Comment est-ce qu'on explique que ces virus de visons soient aussi divers alors que le vison lui-même est génétiquement si peu variable? Eh bien, les hypothèses avancées, c'est que les mutations virales, surtout sur des virus ARN, permettraient au virus de s'adapter très rapidement à un nouvel hôte et à la pression de sélection dans ce nouvel hôte. Et donc les Danois et les Hollandais ont estimé que les taux de mutation actuels du SARS-CoV-2 dans le modèle vison, c'est une mutation toutes les 2 semaines. Et ce qui leur fait dire aussi, compte tenu du nombre de mutations, c'est que les élevages de visons probablement ont été infectés très tôt dans l'épidémie de SARS-CoV-2, mais ces infections sont potentiellement passées inaperçues, puisqu'on a vu que dans un certain nombre de cas, les infections de visons sont asymptomatiques.
Donc voilà la diversité des virus de Vison. Ce qui est intéressant, et là ça nous rejoint nous directement, c'est que ces virus de Vison, vous les voyez en rouge ici, pour la Hollande, en vert pour le Danemark, ces virus de Vison, ils sont répartis dans le spectre phylogénétique de tous les virus SARS-CoV-2. Et ici, vous voyez tout ce qui s'appelle Marseille, dans les cadres bleus, ce sont les différents variants qu'on a vus se succéder à Marseille. On est aujourd'hui à peu près une dizaine de variants de SARS-CoV-2 qu'on a successivement diagnostiqués chez l'homme à Marseille. Et vous voyez qu'en réalité, eh bien, des virus de Vison, il y en a à peu près dans toutes les branches phylogénétiques. Et en particulier, il y a une branche qui va nous intéresser un peu plus, qui est la branche Marseille 4, qui est celle-ci, mais je vous demande de garder aussi en souvenir la branche Marseille 2. Donc voilà notre épidémie, ça commence, vous le savez, donc fin février, et puis on a ce pic, ce premier pic là, et puis au mois de mai, les choses semblent se calmer, jusqu'à ce que l'épidémie, éventuellement, on s'attendait à ce qu'elle s'éteigne. Vous savez que c'est pas ce qui s'est passé, avec l'apparition d'une seconde épidémie, en réalité, à partir du mois de juillet. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas contenté de compter les nombres de patients, de faire des diagnostics, on a aussi étudié les génomes. Et donc on a fait les séquences de ces génomes, et on a observé, donc ce que je vous disais, l'apparition et la succession d'un certain nombre de variants. Au mois de juillet, au mois d'août, on voit, au mois de juin et jusqu'à fin juillet, on voit apparaître un variant majoritaire, qu'on a appelé le Marseille 1, dont on imagine dont on comprend que son histoire, c'est qu'il est venu d'Afrique subsaharienne, à travers le Maghreb, et qu'à l'occasion de réouverture de frontières par le trafic maritime, il est arrivé à Marseille, il a causé une épidémie de faible ampleur, en tout cas il ne s'est pas répandu en dehors de Marseille pour la France, et puis il a disparu. Et puis vous le voyez ici, à partir de fin juillet, début août, on voit en bleu ici, un variant qui très très rapidement va devenir majoritaire, qui est le Marseille 4. Et c'est le Marseille 4, c'est le variant que nous avons aujourd'hui encore. Et ce Marseille 4, il a une histoire qui est très très particulière, parce que si on regarde le nombre de mutations qui s'accumulent au cours du temps, on a l'impression qu'il est apparu relativement tardivement, en tout cas il n'avait pas été diagnostiqué, détecté avant dans les génomes, et qu'il a immédiatement pris une ampleur très brutale parmi les cas humains. Et donc on s'est posé la question de qu'est-ce qui peut expliquer un truc pareil. Ce qui peut expliquer un truc pareil, éventuellement, c'est un réservoir animal avec production des virus un peu cachés et puis qui brutalement infecte l'homme. Vous voyez ici les cas de Marseille 4, avec début dans le sud de la France, début ensuite, ça c'était le sud-ouest, et puis ensuite début à Marseille, et puis ensuite le virus s'est répandu dans toute la France. Mais quand on regarde en Europe, ce Marseille 4, il est partout. Il n'est pas qu'en France, il y en a beaucoup au Danemark, il y en a beaucoup en Angleterre, ensuite on en trouve en Suisse, ensuite on en trouve au Luxembourg, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Hongrie. Et donc c'est quand même pas mal le nord de l'Europe. Et donc ce que l'on suspecte, nous, à partir de toutes les données qu'on a, et à partir de ce que Florence vous a raconté sur les visons, ce que l'on suspecte, c'est ce Marseille 4. Il a pu être incubé, en quelque sorte préparé, formé, produit dans les élevages de visons du nord de l'Europe, et qu'à partir de ces élevages de visons, il a ensuite été disséminé à travers l'Europe, et notamment, puisque vous l'avez vu que ce Marseille 4, il apparaît à l'été, au moment de la réouverture des frontières, et vous savez que cet été, on a eu, en particulier en France et dans le sud de la France, un afflux très important de voyageurs, enfin de vacanciers du nord de l'Europe, et donc on imagine potentiellement que ce virus a été disséminé à partir de ces foyers initiaux à ce moment-là. Alors si on continue notre histoire,
On a ensuite Ensuite, on a un cas qui est assez intéressant, c'est l'Italie du Nord. Alors l'Italie du Nord, c'est février. Alors là, ça remonte bien avant. Et qu'est-ce qui se passe en février en Lombardie, qui est le début de l'épidémie finalement de Covid en Italie et en Europe, hein. Eh bien, il y a le premier cas d'un variant qui s'appelle D614G qui survient et qui va ensuite être très très vite disséminé à travers l'Europe. Et il y a une équipe donc d'écologistes et de vétérinaires qui vont suspecter qu'il pourrait y avoir un lien avec le vison. Parce que là où apparaissent ces premiers cas en Italie du Nord, c'est la zone d'Italie du Nord où il y a les fermes de visons. Et il y a une espèce de triangulation entre trois zones dans lesquelles il y a les élevages de visons. Et c'est pile dans cette zone-là que sont apparus les premiers cas de cette mutation qui ensuite ont envahi l'Europe. Et puis, autre chose intéressante, mi-juillet 2020, donc la région d'Aragon. La région d'Aragon en Espagne, c'est la zone aussi où il y a les fermes donc à visons. Et dans la région d'Aragon apparaît un foyer humain important d'infection à Covid positif, et pas à n'importe quel Covid positif, c'est le Marseille 2. Et le Marseille 2 dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, l'hypothèse qu'on a aujourd'hui, c'est que le Marseille 4 aurait pu venir, je vous l'ai dit, du nord de l'Europe, que le Marseille 2 aurait pu éventuellement venir de cette zone d'Aragon, parce que c'est vraiment là qu'on le voit apparaître, et ensuite disséminer à travers l'Europe, mais dans une zone où il y a des élevages de visons, donc potentiellement un rôle là aussi des élevages de visons. Et ensuite, cette forme-là, enfin, qui a précédé le reste, cette mutation-là qui est apparue en Lombardie, et qui pourrait être, elle aussi, pourquoi pas, liée à des élevages de visons infectés. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire après 12 mois de pandémie? Que parmi tous les types d'élevage, les épidémies anthropo-zoonotiques sont survenues seulement dans les élevages de visons, qu'il y a dans les élevages de visons une contagion qui est facilitée par la promiscuité des animaux, par la faible diversité génétique de ces animaux, qui constituent donc un réservoir très homogène. C'est un réservoir où le virus, en raison de la grande concentration des animaux, a la facilité de se répandre et éventuellement de muter. Que le vison infecté peut être complètement asymptomatique et donc peut avoir tout le temps donc, de maturer en quelque sorte ces visons et de les transmettre. Ça pose un certain nombre de questions sur le rôle potentiel en tant qu'hôte intermédiaire du vison au premier stade de la pandémie, sur la propagation rapide d'un nouveau virus vers un nouvel hôte qui permettrait l'accumulation de mutations, avec un impact sur la fitness du virus, sur sa contagiosité, sa pathogénicité, sur finalement les réinfections avec différents mutants, et notamment est-ce que si on est infecté par un mutant de vison, eh ben, on va avoir éventuellement une protection par, j'en sais rien, des vaccins, on ne sait pas, et donc efficacité de l'immunothérapie, efficacité du vaccin. On pourrait s'arrêter là, mais Oleg, qui est allé fureter, c'est le cas de le dire, dans Internet, nous a trouvé un truc intéressant, c'est que les visons, et en tout cas le vison russe, est un prédateur de chauves-souris. Et vous vous rappelez que les chauves-souris sont suspectés d'avoir joué un rôle à l'origine de l'épidémie de SARS-CoV-2, en tout cas en Chine. Eh bien, parmi, ce que je ne savais pas, tous les animaux qui sont des prédateurs de chauves-souris, il y a les ratons laveurs, il y a les belettes, les loutres, et les visons, et notamment le vison de Sibérie. Et vous voyez que ces visons-là, ils ont une répartition importante, et en particulier en Chine. Et donc, on a vu que ces animaux ont tendance à se balader beaucoup, qu'ils ont, y compris ces visons sauvages, des interactions très étroites avec les fermes à visons, puisqu'ils aiment bien aller casser la croûte, le restaurant est bon, hein, ils aiment bien aller casser la croûte dans les élevages. Donc quel est le rôle potentiel de ces visons sauvages qui auraient éventuellement boulotté des chauves-souris dans l'épidémie, y compris l'épidémie initiale? Ça reste une question. Voilà, je vous remercie beaucoup.